de l'acceptation de la présente promesse d'achat. Donc, à défaut, la promesse d'achat deviendra nulle et non nulle. Voilà. Alors, je vais rendre la promesse d'achat conditionnelle, donc, à ce que le créancier accepte de suspendre son recours. J'ai 15 jours en tant que vendeur pour aller chercher l'acceptation du créancier de suspendre son recours hypothécaire. Naturellement, quand on dit devrait être obtenu par le vendeur, c'est vous, dans les faits, qui allez communiquer avec les avocats des institutions financières et vous allez obtenir dans le délai de 15 jours ou non. Alors, l'acceptation du créancier par écrit, donc ce sont les avocats généralement qui vont vous écrire pour vous dire oui, notre cliente accepte de suspendre son recours hypothécaire, etc. Et si vous l'avez dans les 15 jours, on poursuit la transaction. Si on ne l'a pas dans les 15 jours, à ce moment-là, la PA le dit par la clause, deviendra nul et non nul. Alors, des clauses comme ça, vous allez apprendre à en rédiger en droit immobilier. Vous allez avoir, pas juste en hypothèque, là, au niveau des volets hypothécaires, mais quand Rémi va vous expliquer comment rédiger des clauses particulières, portez une attention particulière parce qu'à l'examen de l'OSC, on vous demande toujours de rédiger des clauses particulières et malheureusement, c'est une des erreurs ou des complications que les étudiants ont en examen, qui ne sont pas capables de rédiger des clauses particulières. Donc, quand Rémi va vous l'enseigner, soyez attentifs et mettez en exercice ce qu'on va vous dire pour arriver à rédiger là, avec les éléments essentiels d'une clause particulière. OK. Alors, donc, tout ça pour dire que dans ce que je viens de vous indiquer, si à l'examen de l'OSC qu'on vous demandait alors comment vous allez gérer la mise en vente d'un immeuble dont le vendeur vient de recevoir un préavis d'exercice de 60 jours, bien, c'est exactement ce que vous avez à l'écran comme réponse que vous allez donner. C'est-à-dire que vous allez dire que vous avez 60 jours, vous allez vérifier que tout couvre tout, et si vous avez un acte de vente à l'extérieur du délai de 60 jours, vous allez rendre votre promesse d'achat conditionnelle à ce que le créancier accepte de suspendre son recours hypothécaire comme tel. Sinon, si on n'a pas réussi alors à vendre l'immeuble à l'intérieur de 60 jours ou à l'extérieur avec suspension accordée par le créancier, alors tel que j'ai mentionné antérieurement dans les natures de recours hypothécaire que le créancier alors peut exercer. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, nature des recours hypothécaires que le créancier donc, peut exercer. Donc, au niveau d'un immeuble résidentiel et commercial, c'est la même chose pour les deux premiers. Alors, on a premièrement donc la prise en paiement. Alors, la prise en paiement par ce recours, donc le créancier donc, devient propriétaire de l'immeuble. Donc, il va y avoir un jugement alors, qui permet le transfert donc, du droit de propriété donc, au nom du créancier. Donc, le titre de propriété de ce créancier, alors au registre foncier, sera un jugement de prise en paiement. Donc, ne cherchez pas un acte de vente, ne cherchez pas un acte d'échange ou de donation. Alors, qu'est-ce qui va constituer en fait le titre de propriété du créancier démontrant qu'il est maintenant le propriétaire de l'immeuble? Ça va être le jugement du tribunal qui va avoir accordé alors, le recours hypothécaire et qui va avoir ordonné
Alors, par jugement, le transfert du droit de propriété du propriétaire actuel, alors, au nom du créancier, lequel devient dorénavant, alors, le propriétaire de l'immeuble comme tel. Alors, maintenant, un point important, par ce recours, si par la suite, donc, le créancier, alors, vend l'immeuble avec équité, c'est-à-dire avec équité, ça veut dire plus que ce que le vendeur, pas le vendeur, le propriétaire devait. Le créancier conserve donc cette équité. Alors, le créancier conserve cette équité et n'a rien à donner donc, au propriétaire. On donne un exemple. Alors, solde et frais, donc dû par le propriétaire, 300 000. Le créancier vend l'immeuble, 400 000. Donc, il y a une équité de 100 000 que le créancier conserve. Donc, c'est sûr que quand on parle d'un recours de prise en paiement, ça peut être un peu fatigant pour le propriétaire de l'immeuble qui voit le créancier exercer ce recours-là, puisque s'il y a une équité, alors donc le créancier conserve le profit qu'il va faire sur l'immeuble comme tel. Par contre, si le créancier donc vend l'immeuble donc à perte, alors celui-ci n'a plus aucun donc recours contre le propriétaire l'immeuble. Il assume la perte. Point final. Ce qui est l'avantage pour le propriétaire de l'immeuble qui est en processus de recours hypothécaire, si on sent que l'immeuble va se vendre à perte, bien, il laisse le créancier, il est content que le créancier, en fait, exerce ce recours hypothécaire-là comme tel. Bon, maintenant, je notais bien. Alors, le créancier désire donc exercer le recours de la prise en paiement. Alors, devra obtenir l'autorisation du tribunal si le débiteur a remboursé 50% ou plus de son hypothèque. Alors ça, c'est important, en fait, et le pourquoi de cette règle-là. Alors, quand j'ai le propriétaire de l'immeuble a remboursé 50% ou plus de l'hypothèque, si le créancier veut exercer son recours hypothécaire, il va devoir demander l'autorisation au tribunal et soyez assuré que le tribunal risque de dire non. Pourquoi? Parce que sur le recours de prise en paiement, tel que je viens de vous le mentionner, le créancier conserve l'équité. Alors, imaginez-vous, le propriétaire de l'immeuble a une hypothèque amortissable sur 25 ans et est en défaut de paiement la 22e année. Pendant 22 ans, il a payé la totalité qui affectait l'immeuble et au bout de 22 ans, malheureusement, la vie a amené une épreuve X et là, on est arrivé au bout de la ligne à avoir, en fait, alors donc,
un défaut. Et là, la banque exercerait une prise en paiement. Alors, il reste 3 000 à payer sur l'hypothèque. La maison en vaut 800 000. Le créancier se mettrait 800 000 dans les poches. Ça serait complètement de ce qu'on appelle, au niveau du Code civil, un enrichissement sans cause. Alors, donc, le législateur a prévu que jusqu'à 50 on restait dans l'idée que ce n'était pas un enrichissement sans cause, mais à partir de 50 ou plus, le créancier va obligatoirement devoir demander l'autorisation au tribunal pour exercer ce recours-là comme tel. Donc, qui plus est, le débiteur pourrait également contester le recours de prise en paiement. Même s'il n'a pas payé 50 ou plus de son hypothèque, mais s'il a une équité sur l'immeuble. Exemple, 100 000 d'équité, 25 000, 10 000, il peut contester comme il veut. Donc, 100 000 d'équité. Donc, il pourrait forcer le créancier à changer son recours afin de pouvoir conserver l'équité sur l'immeuble. Donc, ici, il faut que ce soit le propriétaire comme tel qui exerce sa contestation devant le tribunal. Alors, si par exemple, vous arrivez chez un client et là, vous avez ce qu'il a reçu un préavis d'exercice, alors vous regardez quel genre de recours que le créancier a atteint exercer, puis là, vous constatez que c'est une prise en paiement. Le propriétaire avait payé l'immeuble 500 000, mais à l'époque où il a acheté, il avait donné 300 000 de mise de fonds, puis une hypothèque de 200 000. Au moment de son défaut, il avait remboursé juste 25 000 sur son 200 000, donc il n'avait pas remboursé 50 ou plus de son hypothèque. Donc, le créancier est en droit, sans autorisation, de pouvoir exercer la prise en paiement. Donc, imaginez-vous, le créancier exerce la prise en paiement et là, reprend l'immeuble, devient propriétaire de l'immeuble, revend l'immeuble 500 000, on lui doit 175 000, il vient de faire 325 000 de profit qu'il met dans ses poches. Alors, comme il n'y avait pas, oui, c'est vrai, 50 ou plus de l'immeuble de payer au niveau de l'hypothèque, il y avait quand même un grade d'équité qui permettrait au propriétaire de contester pour forcer le créancier à changer son recours, dont l'autre recours permet au propriétaire de conserver l'équité une fois que l'immeuble est vendu. Mais encore faut-il que ce soit le propriétaire qui intente la contestation. Alors, si le propriétaire ne fait rien et que le créancier exerce son recours, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui pensent qu'ils ne sont pas capables de rien faire et qu'ils vont tout perdre, alors à ce moment-là, ben, c'est clair qu'il perdrait l'équité sur l'immeuble. Donc, un beau service que vous pourriez rendre au propriétaire de l'immeuble au moment où vous inscrivez la propriété et où, en cours de route, si votre propriétaire reçoit un préavis d'exercice, ben, c'est de lui dire, ben, regardez, il exerce la prise en paiement, vous avez une équité contestée. Alors là, c'est vrai que généralement, quand le propriétaire est rendu au point où il reçoit un préavis d'exercice, c'est vrai que financièrement, ça se peut qu'il vous réponde « Oui, mais je n'ai pas d'argent pour contester, alors payer un avocat, etc., donc je vais tout perdre. » Alors, dans la pratique, vous aurez l'occasion de connaître des bureaux d'avocats et de notaires et vous aurez l'occasion également de pouvoir avoir des avocats qui vont prendre ce genre de dossier-là à pourcentage. Alors, que ce serait un montant de 25, 50 000 ou 100 000,
ben, si l'avocat va chercher 20 sur 100 000, soyez assuré qu'il va prendre le dossier. Là, vous allez dire, oui, mais ça va coûter 20 000 au client. Oui, mais s'il gagne seulement. Et oui, 20 000, mais il va en récupérer 80 000. Alors, le client, il y en a qui vont vous dire hey, merci beaucoup, qui va vous emmener à avoir du référencement éventuellement, parce qu'en immobilier, alors pour faire de l'immobilier, premièrement, il faut avoir, du référencement. Alors, cela étant dit, c'est une belle façon d'avoir du référencement quand vous faites sauver des sous à vos clients comme tel. Et ça peut être un bel exemple. Sinon, donc, le deuxième recours hypothécaire possible, toujours au niveau résidentiel et commercial, c'est ce qu'on appelle la vente sous contrôle, donc de la justice. Alors, par ce recours, le créancier ne devient pas le propriétaire de l'immeuble. Contrairement à la prise en paiement. Or, s'il vend l'immeuble avec équité, c'est-à-dire profit, pardon, alors il devra remettre donc la différence au propriétaire de l'immeuble, à l'ex-propriétaire de l'immeuble, si on est de l'immeuble. Donc, pour celui qui avait une équité, vous lui avez dit, bien, regardez, contester, puis forcer le créancier à aller sur l'autre recours qui vous permettrait d'avoir l'équité. Bien, l'autre recours que le propriétaire demanderait au tribunal serait de forcer le créancier à changer son recours de prise en paiement en celui de vente du contrôle de justice. Et là, ça permettrait au propriétaire d'aller chercher l'équité comme tel. Alors, donc, par contre, si le créancier vendait l'immeuble donc à perte, alors celui-ci donc conserve ses recours contre le débiteur personnellement. Donc, il vend l'immeuble 400 000, le débiteur lui en devait 500 000, il manque 100 000 le créancier sur le recours de vente du contrôle de justice. Alors, pour la différence de 100 000 bien, le créancier concède ce recours personnel contre le propriétaire. Et là, il va aller chercher un jugement qui va pouvoir lui permettre de saisir ses biens personnels, son compte de banque, etc. Donc, la vente du contrôle de justice pourrait même emmener le propriétaire à une faillite. Parce qu'on s'entend que quand le propriétaire perd un immeuble, il ne fait pas nécessairement une faillite. Mais ça pourrait l'emmener à faire une faillite si, par exemple, ici, le recours est exercé sur le recours devant du contrôle de justice, alors, et qu'il manquait de l'argent et que le créancier poursuivait personnellement. Alors là, oui, il pourrait aller jusqu'à envoyer le débiteur en faillite personnellement. Donc, alors, autre recours, hypothécaire en plus en matière commerciale. J'ai bien dit en plus. Excusez-moi. Attendez, c'est ça ne sera pas long.
OK. Alors, donc, autre recours hypothécaire, comme je disais, en plus pour les immeubles, pour immeubles commerciaux. Alors, on a donc la prise pour fin donc d'administration. Alors, par ce recours, alors, le créancier alors, prendra pour un certain temps l'administration de l'immeuble. Donc, une fois les arrérages donc, remboursés, il remettra donc l'immeuble au propriétaire qui reprendra l'administration. Alors, c'est une façon pour le créancier, non pas de reprendre physiquement l'immeuble, mais tout simplement de dire, bien, par un laps de temps X, alors tu as des difficultés d'administration, tu as des difficultés de gestion, etc. On reprend l'immeuble, on va remettre le train sur les rails. Alors, une fois qu'on aura remis le train sur les rails et qu'on aura repris ce que tu nous dois, on te remettra l'immeuble comme tel. Donc, ça peut être une façon pour le propriétaire même de sauver les meubles dans le sens où il aurait autrement perdu son immeuble. Sinon, le deuxième recours, c'est la vente par le créancier. Donc, par ce recours, donc, le créancier donc, ne devient pas propriétaire de l'immeuble. Donc, si profit, il remet au propriétaire. Alors, il conserve ses recours de droit personnel contre le propriétaire. Mais même si ces deux recours-là existent, donc les recours les plus exercés, que ce soit au résidentiel ou au commercial, c'est les deux premiers, la vente sous contrôle de justice et également la prise en paiement. C'est vraiment les deux recours qu'on va voir le plus fréquemment. Vous, au niveau résidentiel, les deux que vous allez voir, seulement, c'est prise en paiement, vente du contrôle de justice, parce qu'en résidentiel, la prise pour fin d'administration et la vente par le créancier, alors ça ne peut pas s'exercer au niveau résidentiel comme tel. Alors voilà donc pour les recours hypothécaires. Est-ce que vous avez des questions alors, au niveau des recours hypothécaires ou c'est clair pour tout le monde? Oui, soit. Oui, s'il vous plaît. Moi, je vais revenir un peu je ne sais pas pourquoi un écho. Bon, à la prise de paiement, quand le créancier a droit de garder l'équité s'il y a une différence. Et vous avez dit que le propriétaire pourra exercer un recours pour demander parce que, la différence, c'est-à-dire l'équité. Oui. Il se peut que le créancier vend, le titre de propriété est déjà au nom du créancier. Comment le propriétaire pourra savoir qu'il y a une somme importante comme équité et que le créancier a gardé après un certain temps? Alors, en fait c'est que beaucoup de clients propriétaires perdent de l'argent parce qu'ils ne s'informent pas. Alors, il y a beaucoup de clients vendeurs qui vont recevoir un préavis d'exercice, puis ils vont dire, bon, on sent que notre compte n'est plus capable de payer, etc. Ça n'a pas de bon sens, on perd 100 000, on avait 100 000. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, une fois que le créancier est devenu propriétaire, c'est just too bad, là. Parce que le fait de pouvoir contester, c'est un droit qui appartient au propriétaire qui, lui, doit exercer. S'il n'exerce pas, il perd son droit, puis il perd sa créance, puis il perd son argent. Et il y en a qui le perdent, effectivement. Parce que c'est sûr qu'une fois que le créancier a exercé son recours, qu'il est devenu propriétaire, qu'il y a eu un jugement, c'est fini, merci, bonsoir. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est la vie.
D'accord. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais plein l'ignorent, puis plein perdent leurs droits. Parce qu'ils l'ignorent, puis ils ont peur de consulter parce que ça coûte cher un avocat. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Bon, merci. Bienvenue. Alors, d'autres questions? Oui, j'en avais une par rapport au délai, le préavis de 60 jours. Oui. Si on met la maison en vente à l'intérieur de ce délai-là, est-ce qu'il faut quand même l'aviser, soit dans la déclaration ou aviser les futurs acheteurs que ça a lieu, ou c'est vraiment confidentiel, puis s'il réussit à vendre, il règle ses dettes, puis c'est terminé, personne ne le sait? En fait, s'il y a un préavis d'exercice dans ton histoire, oui. Ben non, tu vas être obligé d'aviser les acheteurs parce que tu vas être obligé de. OK, si tu rentres à l'intérieur de ton 60 jours puis tu signes l'acte de vente à l'intérieur de ton 60 jours, est-ce que tu serais obligé d'aviser le vendeur, l'acheteur? La réponse serait non. OK, c'est confidentiel. C'est confidentiel. Mais il faut de ton côté, tu sois très, très alerte pour être sûr que tout couvre. Comprends-tu? Oui, les frais. Non, je trouve juste que des acheteurs pourraient en profiter pour revoir le prix à la baisse. Je ne trouve pas que ce serait avantageux pour le vendeur de donner une telle information. Je me demandais si c'était obligatoire de la donner. En fait, si ça n'influence pas la décision, ça ne risque pas d'avoir d'impact sur l'acheteur, tu n'es jamais obligé de donner l'information. Okay. Sauf que toi, de ton côté, c'est sûr qu'il faut que tu gères pour justement, il y a un élément sensible dans la transaction, il faut que tu gères pour justement éviter que l'acheteur en ait un préjudice. Là. Donc, gère tes affaires comme il faut pour être sûr que vous rentrez dans vos délais, là. Puis même encore, je te dirais, faut que tu fasses un acte de vente assez rapidement, là, si tu ne veux pas le mentionner. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut que ce soit signé, notarié? Oui, c'est ça. Il faut que la banque ait reçu son argent à l'intérieur. En même temps, c'est pas briser la confidentialité de la vie privée d'un client de le mentionner non plus, parce que c'est public, hein, c'est au registre foncier. Oui, effectivement. Donc, à partir de là, par mesure de protection, de toute façon, le courtier de l'acheteur va le savoir parce que lui est allé au registre foncier. Donc, rien n'empêche de le mentionner et de faire vos actes le plus rapidement possible, justement, parce que si vous attendez 65 jours, vous n'avez pas rendu votre promesse d'achat conditionnelle à ce que le créancier suspende son recours. Et là, le 60e jour, le moment de la signature de l'acte de vente, il y a un problème au niveau des titres, puis le notaire doit retarder la vente. Là, on a un problème. Là. Vous suivez? Absolument. Donc, ça doit être notarié à l'intérieur de 60 jours et l'argent doit être retransmis au créancier. Exact. Merveilleux. Merci. Bienvenue. Oui, Isabelle? Non, c'était moi. Ah, c'était. Excuse-moi. Non, c'est moi maintenant. C'est ça ce que j'allais dire, que comme le recours est inscrit au registre foncier, alors le droit c'est pas comme droit au courtier d'aviser l'acheteur, si c'est un courtier d'acheteur, d'aviser l'acheteur pour qu'il se protège lui-même. Il y a quelque chose au registre foncier, il n'a pas divulgué à l'acheteur. En fait, tu peux aviser ton acheteur, comme tu n'es pas obligé nécessairement de lui dire si tes délais ne causent pas préjudice à ton acheteur. On s'entend? Ah oui. Préférable de lui dire, c'est pas illégal de lui dire c'est pas confidentiel, c'est au registre foncier. Oui. Le seul problème, quand on donne trop d'informations à notre acheteur, vous allez vous tirer dans le pied. Il va essayer de profiter de la situation pour essayer d'arracher la maison au vendeur, comprends-tu? Fait qu'ils vont dire, il doit combien sur l'immeuble? Il doit 300, il demande 500, on va lui offrir 400, il va rester 100, il est en train de le perdre de tout. Tiens, c'est là qu'il faut être prudent. Mais oui, il faut suivre ton dossier adéquatement pour être sûr que ton acheteur n'en subit pas un préjudice. Moi, je l'informerai, on s'entend? Puis l'acheteur qui viendrait me dire on va offrir plus bas, je le raisonnerais en disant non, ça ne marche pas de même. Là. Pas parce qu'ils sont en difficulté financière qu'ils vont te donner nécessairement la maison. Là. Bien que tous les acheteurs, quand ils voient un préavis d'exercice, je ne te dis pas que ce n'est pas le cas dans certains cas, là, mais le réflexe
généralement, quand un acheteur voit un préavis d'exercice, c'est de dire hey, wow, on va arracher ça rapidement, là, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça va pour ça? Oui, oui, merci. Bienvenue. OK. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions au niveau du volet des recours hypothécaires et des garanties de paiement? Sinon, on va prendre notre pause. Alors, il est 14h25, donc de retour à 14h45 pour la suite. Donc, bonne pause et on se reparle à 14h45. Ouais, 14h45.
OK, alors, donc, nous sommes de retour. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le volet hypothécaire, ou c'est clair pour tout le monde, ou sur la matière qu'on a vue aujourd'hui, ou c'est clair pour tout le monde? De toute façon, on aura l'occasion de faire des exercices à cet égard-là. Donc, pas de questions. OK. Alors, donc, on va voir un autre volet. Maintenant, on va parler du contrat de location. Donc, le contrat de location, alors aussi appelé bail, alors ou contrat de louage. Alors, à l'examen de l'OASIC, on peut vous parler soit de contrat de location, soit de contrat qu'on appelle un bail, soit de contrat de louage. En commercial, on utilise beaucoup le contrat de louage et le bail. Alors, puis en résidentiel, on utilise pratiquement uniquement le terme bail, alors comme contrat. Alors, mais moi, je vais voir uniquement le contrat de location de louage au niveau commercial. Alors, Rami va voir avec vous au niveau résidentiel le bail résidentiel. Alors, je vais vous donner une petite définition, en fait, alors, du contrat de location. Alors, assez simple, c'est le contrat donc, par lequel une personne, le locataire, alors, met à la disposition donc d'une autre personne, le locataire, la jouissance donc paisible d'un lieu dont le locataire en reverse un loyer. Alors, je sais que dans les faits, il y a des gens qui disent chercher un loyer. Hein? Alors, on ne cherche pas un loyer, on paye un loyer. Alors, en tout cas, si vous cherchez des loyers puis vous en trouvez, vous m'appellerez, vous allez faire de l'argent. Alors, que ce soit un logement ou un local commercial, alors, on va chercher alors un endroit, alors un local ou un logement, et on va payer en contrepartie un loyer. Donc, si on regarde la définition que je viens de vous inscrire à l'écran, donc, est-ce qu'on voit en fait, est-ce que le bail dans la définition doit nécessairement être par écrit? Alors, la réponse est non. Donc, le bail peut être verbal ou écrit. Alors, c'est sûr qu'en commercial, des beaux verbaux, c'est plutôt rare. Alors, au résidentiel, on peut avoir des bails verbaux, mais des beaux verbaux, pardon, mais au commercial, à moins d'un marché là, complètement à terre au niveau locatif commercial, c'est très, très rare qu'on va avoir des beaux verbaux. Alors qu'au résidentiel, bien, des fois, dans les bachelors, dans les sous-sols, etc., alors, souvent, ça va être un bail verbal. Ce qu'il faut comprendre, que le bail soit écrit ou qu'il soit verbal, il faut s'entendre qu'il y a un bail. Alors, il y a un contrat de location. Dès qu'il y a une personne qui permet à une autre personne la jouissance d'un lieu et que la personne qui en jouit verse un loyer, on est considéré comme un bail verbal s'il n'y a pas de bail écrit. Donc, ça, c'est important parce qu'il y a des courtiers qui inscrivent des propriétés, soit commerciales ou résidentielles. Alors, il y a un locataire qui verse un loyer, il n'y a pas de bail écrit, puis là, il mentionne au niveau de leur fiche descriptive de l'immeuble qu'il n'y a pas de bail. C'est faux. C'est induire un client en erreur. Parce qu'un client acheteur qui ne connaît pas les règles juridiques, qui se fait dire ben, il n'y a pas de bail, alors au niveau de l'immeuble, ça veut dire qu'on lui transmet un message principalement qu'il pourrait mettre à la porte le locataire quand ça y tente, et c'est tout à fait faux. Alors, on ne peut pas mettre un locataire à la porte
quand il est dans un lieu loué, qu'il y a un bail verbal ou qu'il y a un bail écrit. Il faut suivre les règles au niveau du Code civil ou au niveau du bail comme tel là, pour mettre fin à un bail à l'égard d'un locataire. Alors, si jamais vous inscrivez un immeuble dont il y a de la location et qu'il n'y a pas de bail écrit, vous vous inscrivez bail verbal et non et non pas de bail. Donc, le bail peut être verbal ou écrit. Naturellement, si on est en présence d'un bail verbal, c'est sûr que le bail verbal comme tel, il est en fait plus difficile d'en faire la preuve de son contenu, hein, on s'entend. Alors, c'est verbal. C'est ça la difficulté quand on a un contrat verbal. Alors, c'est toujours d'en faire la preuve qui est le plus difficile, tandis que quand on a un contrat écrit, alors c'est plus facile, on a l'écrit. Cela étant dit, en commercial, soyez pas surpris si un jour vous faites du courtage commercial. Au niveau commercial, c'est clair que les baux peuvent être de centaines de pages. Alors, c'est volumineux, les baux au niveau commercial, et vous allez travailler avec des avocats, avec des notaires, en collaboration avec eux dans une transaction immobilière, locative, commerciale, ou encore si vous avez besoin de faire analyser un bail commercial d'un immeuble que vous inscrivez, qui, soit dit en passant, peut être un immeuble en tant que courtier immobilier résidentiel, parce que vous avez le droit, en tant que courtier immobilier résidentiel, de vendre un immeuble qui est principalement résidentiel, alors de moins de 5 logements, donc principalement résidentiel. Il peut y avoir au niveau de l'immeuble un bail là, commercial, il peut y avoir une location commerciale et vous êtes en droit de pouvoir le vendre. Donc, il faut comprendre, même si vous faites juste du résidentiel, il faut quand même comprendre les enjeux d'un bail commercial. Donc, ça, c'est la première règle qu'on doit retenir au niveau du bail commercial. Ensuite, le bail, en fait, donc commercial, alors, peut avoir une durée indéterminée. Alors, bail à durée indéterminée, en fait, c'est quoi le concept? Alors, le début donc, du bail est connu, mais pas la fin. Donc, quand on conclut le bail, on sait à quel moment le bail va être conclu, va débuter, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer. Alors, souvent, donc, le bail verbal, donc, est un bail à durée indéterminée. Donc, il est un bail à durée indéterminée dans le sens où je remets les clés, on est verbal, tu me payes 2 000 $ par mois pour le local, tu commences le 1er janvier, merci, bonsoir. Alors, donc, le bail à durée indéterminée, en fait, comme je vous ai dit en commercial, c'est rare que vous allez le voir, mais ce genre de bail prendra fin par un avis de l'une ou l'autre des parties. Donc, sera donné dans le même délai que le paiement de loyer, maximum de 3 mois. Je m'explique. Par un exemple. Alors, exemple, j'ai un bail, alors à durée donc indéterminée, dont le locataire paye un loyer le 1er de chaque mois. Donc, si l'une ou l'autre des parties donc, désire mettre fin au bail, avis d'un mois. Donc, c'est suivant le mode de paiement du loyer. Si le locataire donc, paye son loyer aux 2 mois,
préavis de 2 mois. Le locataire, donc, paye son loyer aux 6 mois. Préavis de 3 mois. Pourquoi? Parce que le maximum de l'avis que l'une ou l'autre des parties doit donner pour mettre fin à un bail, c'est 3 mois. Alors, tant qu'on n'a pas atteint un 3 mois de fréquence de paiement de loyer, on donne le même nombre de mois pour les avis, mais dès qu'on dépasse le 3 mois, mettons, on a un loyer de 6 mois, alors à ce moment-là, on a un avis de 3 mois maximum. Et ça, c'est spécial parce qu'en commercial, alors, il n'y a pas de règles qui protègent le locataire comme au niveau résidentiel. Alors, vous allez voir en droit immobilier qu'au niveau résidentiel, un locataire, c'est-à-dire le propriétaire, ne peut jamais mettre fin à un bail résidentiel, contrairement à une croyance populaire où on dit que oui, quand on arrive à la fin du bail au résidentiel, mettons le 30 juin, le propriétaire pourrait dire « Bon, ben tu sors, je ne renouvelle pas ton bail. » C'est tout à fait faux. Il y a 2 exceptions au niveau résidentiel où un propriétaire peut mettre fin à un bail. C'est le droit à la reprise pour se loger ou à loger un membre de sa famille ou pour faire de l'éviction, c'est-à-dire changer la superficie du logement, etc. C'est les 2 exceptions. Sinon, au niveau résidentiel, le bail est reconduit habitam aeternam en faveur du locataire, ce qui n'est pas le cas au commercial. Au commercial, autant le propriétaire peut mettre fin au bail que le locataire peut mettre fin au bail. Alors, si on est sur un bail à durée indéterminée, surtout un bail verbal au commercial, on ose espérer que le locataire n'investira pas 300 000 $ d'amélioration locative dans son immeuble, puisque s'il investit 300 000, un mois après, le propriétaire il dit « tu sors », il donne un avis d'1 mois, il va sortir, comprenez-vous? Donc, ce n'est pas logique, là. Alors, c'est une des raisons pourquoi au niveau commercial, on n'a pas de baux commerciaux, très peu de baux commerciaux. De baux verbaux. On a plus des baux écrits avec l'autre forme de durée, alors qui est la durée fixe, où le bail commercial peut avoir une durée fixe. En durée fixe, le début et la fin sont connus dès la conclusion du bail. Alors, exemple, durée de 5 ans. Alors, ce genre de bail prendra fin donc à l'arrivée du terme. Il n'y a pas de reconduction donc automatique en faveur du locataire. Donc, d'où l'importance donc pour le locataire d'avoir des options de renouvellement. Donc, imaginez-vous, là, vous représentez un locataire, il veut se partir à un restaurant, il investit 300 000 et il dit, bon, moi, je vais avoir un bail de 3 ans, puis après ça, je verrai si ça fonctionne bien. Alors, il signe un bail de 3 ans, jusque-là, ça va, mais il ne négocie pas des options de renouvellement au niveau de la conclusion de son bail. Donc, au bout de 3 ans, alors, le propriétaire, il dit, bon, tu sors, tu es arrivé à ton terme. Là, le locataire, il dit, non, ça va bien, mes affaires, je vais renouveler mon bail. Le propriétaire va dire, tu n'as pas d'option de renouvellement, donc on va s'asseoir ensemble et on va discuter. Alors, tu payais 5 000 par mois, maintenant, tu vas en payer 35 000 par mois. Parce qu'en commercial, c'est la liberté contractuelle entre les parties et il n'y a pas de règles qui protègent le locataire plus que de règles qui peuvent protéger le propriétaire. Donc, les augmentations, les modifications de bail à l'arrivée du terme,
s'il n'avait pas déjà été prévu dès le départ, le propriétaire peut passer le loyer de 5 000 à 300 000 par mois, ça y tente. Et là, naturellement, si mon locataire n'avait pas des options de renouvellement, bien, vous aurez compris que ça fait qu'il ne sera pas capable d'absorber l'augmentation de loyer et il va devoir quitter. Et souvent, en commercial, dépendamment de la nature du commerce, alors c'est stipulé dans le contrat que toutes les améliorations locatives demeurent la propriété du locataire à la fin. Alors, le locataire investit 300 000 en amélioration locative, les murs, les planchers, les toilettes, etc. Et là, on le met à la porte, bien, ça risque de le pousser aussi à la faillite. Alors, donc, pour un locataire, c'est extrêmement important, alors, au niveau commercial, d'avoir des options de renouvellement au niveau de son bail, c'est de ne pas se ramasser du jour au lendemain à la rue et perdre l'investissement qu'il avait prévu amortir, mettons, sur 15, 20, 25 ans, puis après 3 ans, après la porte, ben, ça peut être très difficile financièrement pour ce locataire-là. Donc, il faut faire avec. Oui. Est-ce que ça existe en commercial de la sous-location comme en résidentiel? Sous-location, cession. Si, mettons, moi, comme au résidentiel, je ne désire plus habiter pour X raisons, il faut que je déménage à Québec. Bon, ben, après 6 mois, je peux sous-louer mon logement à quelqu'un d'autre pour qu'il finisse le contrat de bail. Mais est-ce qu'en commercial, ça existe? Tout à fait. OK. Alors, en fait, ça existe, mais ce n'est pas un droit absolu comme en résidentiel. C'est-à-dire qu'en résidentiel, tu as le droit de sous-louer ou encore de céder ton bail. Alors, aujourd'hui, si tu veux te débarrasser de ton bail et ne plus être responsable, tu ne fais pas une sous-location en résidentiel, tu vas faire une cession de bail. Alors, tu es dégagé totalement de tes obligations, tandis que la sous-location, si ton sous-locataire ne paye pas, c'est toi qui vas payer. Bon, ça, vous allez voir ça en droit immobilier. OK. Sauf qu'en... Oui? Non, c'est bon. Sauf qu'en commercial, les mêmes règles s'appliquent. Sauf qu'en commercial, comme il y a la liberté contractuelle entre les parties, ces deux droits-là, on peut les retirer au locataire, ce que je n'ai pas le droit de faire au résidentiel. Alors, au résidentiel, même si je mettais une clause de consentement avec le locataire à l'effet qu'il n'a pas le droit de céder ou de sous-louer, ces deux clauses-là qui l'interdiraient n'auraient pas d'application parce que c'est des règles d'ordre public et on ne peut pas les retirer à un locataire. Tandis qu'au commercial, c'est la liberté contractuelle entre les parties et ils peuvent conclure ce qu'ils veulent entre eux. Alors, tu auras compris que comme le propriétaire au niveau commercial peut enlever ces deux droits-là, entre autres la cession et la sous-location, c'est sûr qu'il enlève la cession. Dans tous les baux commerciaux que j'ai rédigés ou que j'ai lus ou que j'ai conclus, la cession de droit pure, c'est-à-dire tu as le droit de céder ton bail et tu es dégagé totalement de toute responsabilité, elle n'existe pas en commercial. Ce qu'on va par contre te permettre de conserver, c'est la sous-location. Mais la sous-location, tu en demeures responsable, comprends-tu? Ça, on va les voir, les clauses particulières du bail commercial. C'est sûr qu'au niveau de la location, pas au niveau de la location, mais au niveau du locataire, il faut que tu aies minimalement le droit de pouvoir sous-louer ton bail. Imagine, là, tu as une entreprise, tu veux vendre ton fonds de commerce, mais dans ton bail, il est interdit que tu puisses sous-louer ton bail. Comment tu vas vendre ton fonds de commerce? Si tu n'es pas capable de transférer à celui qui achète, alors le bail comme tel. Alors, donc, dans la pratique, les courtiers immobiliers, quand ils sont appelés à représenter un locataire, bien, c'est une des clauses avec l'option de renouvellement qu'ils vont surveiller, c'est-à-dire avoir le droit d'avoir une sous-location possible. Parce que si le bail dit tu n'as pas le droit de sous-louer, tu n'as pas le droit de céder, tu es pogné en tabarnak, là. On s'entend. Ben oui. Alors, donc, puis on peut l'enlever en commercial, ces clauses-là. OK, merci. S'il vous plaît,
pour Oui. le bail qui est à durée déterminée dans le commercial, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 5 ans, disons, avant le terme, est-ce que le propriétaire a une possibilité de résilier le contrat de location ou bien non, il doit Non, attendre? absolument pas. Il n'a pas Absolument pas. il n'y a pas d'exception. Ben, la seule exception, c'est qu'il y aurait un manquement aux obligations du locataire. Ah, C'est-à-dire, si le locataire ne paye pas son ne paye loyer, plus. etc., Oui. ne respecte pas ses obligations, là, oui, vous pourriez faire annuler le bail. Sauf que si le locataire exécute ses obligations adéquatement, non, non, vous ne pouvez pas faire annuler le bail. C'est le principe du terme. Hein? Le terme, ça veut dire Oui. que juste qu'à l'arrivée du terme, alors on ne peut pas changer les conditions. OK, merci. Toujours si le locataire respecte ses obligations. Oui, Steve? L'option de renouvellement. Steve, ton micro est très loin de ta bouche, on a de la misère à t'entendre. L'option de renouvellement, est-ce qu'il y a un coût associé à ça ou est-ce que c'est une clause qui protège le locataire éventuellement pour le futur, mais ne sachant pas sera combien le coût du renouvellement? Oh non, non. La question est très pertinente. Parce qu'effectivement, quand on négocie un bail au départ, puis qu'on négocie au niveau du bail des clauses d'option de renouvellement, il faut que dans la clause d'option de renouvellement qui va être négociée à la conclusion du bail, on ait déjà les prévisions d'augmentation de loyer et les conditions de base éventuelles qui vont s'appliquer à l'option. Sinon, c'est comme si tu n'avais pas d'option de renouvellement. Mais j'en ai vu des baux comme ça. J'ai vu des baux où il disait ben, le locataire aura le droit de renouveler pour 5 ans. Les conditions de renouvellement devront être négociées à ce moment-là entre les parties. Si bol, qu'est-ce que tu as comme clause? De la merde. Parce que le propriétaire va dire, ben oui, OK, tu passes à 25 000, s'il ne veut plus, mettons, avoir le locataire, il n'est pas lié, ça ne donne rien, une clause comme ça. Donc, généralement, de base, les clauses d'option de renouvellement, on va prévoir que le loyer sera augmenté selon l'indice du coût de la vie, selon les statistiques Canada, etc. On va déjà prévoir un pourcentage d'augmentation. On va prévoir l'augmentation des frais fixes, des frais communs, etc. Déjà au niveau là, primaire, du moins, au niveau de la clause. Sinon, ça ne donne rien d'avoir une clause d'option de renouvellement. C'est comme si vous n'en aviez pas. C'est pour ça qu'en commercial, on joue beaucoup sur les clauses et dépendamment de quel côté on est, ben, le locataire, entre autres, peut se faire avoir solide. Là. Et on en a vu qui se sont ramassés après un terme, prendre la porte et perdre leur entreprise. Alors donc, ce genre de bail, si je reviens à mes notes, ce genre de bail prendra fin à l'arrivée du terme, pas de reconduction automatique, donc on va négocier alors, des options de renouvellement. Sinon, au niveau du bail, en fait, donc, qu'arrive-t-il lors de la vente de l'immeuble avec les baux distants? C'est-à-dire, est-ce que le nouvel acquéreur doit honorer alors tous les baux distants? Honorer donc les baux existants. Alors là, soit je te dis non, il doit les respecter, il n'y a pas de condition, mais j'en ai une ici. Alors, la réponse, ça dépend. Alors, naturellement, en droit, beaucoup de choses dépendent de d'autres choses. Alors, si au moment de l'acte d'aliénation, là, je parlais d'une vente, mais en fait, on parle de n'importe quel transfert du droit de propriété. Donc, si au moment de l'acte d'aliénation, alors le locataire avait fait publier donc son bail alors, au registre foncier,
avant l'acte de transfert. Donc, le nouvel acquéreur devra respecter intégralement le bail de ce locataire. Donc, il ne pourra pas alors mettre fin au bail parce que le bail du locataire a été publié au niveau du registre foncier. Alors, on sait ou vous saurez qu'au résidentiel, on ne publie pas de baux au niveau du registre foncier. Au niveau commercial, il y a des locataires. En fait, le Code civil permet au locataire de pouvoir publier son bail au niveau du registre foncier. Et un locataire ne peut pas empêcher dans un bail un locataire de pouvoir publier son bail au niveau du registre foncier. Ce que le locataire peut exiger, par contre, c'est que le locataire ne publie pas intégralement le bail au niveau du registre foncier, mais que des extraits. Alors, l'extrait mentionnant en fait qui est le locataire, quelle est la durée du bail, sans plus. C'est des informations de base. Et l'extrait qui est publié au niveau du registre foncier constitue et est reconnu en décision des tribunaux comme étant la publication intégrale du bail du locataire. Pourquoi c'est important pour un locataire de pouvoir publier son bail au niveau du registre foncier? C'est justement s'il y a transfert du droit de propriété, le nouvel acquéreur ne pourrait pas mettre fin au bail de ce locataire-là. A contrario, si le locataire n'avait pas fait publier son bail avant l'acte de transfert, donc avant l'acte de vente, l'acte de donation ou quoi que ce soit, le nouvel acquéreur aura la possibilité, bien sûr, de mettre fin au bail avant l'arrivée du terme. Alors, par contre, si le locataire n'avait pas fait publier son bail au registre foncier avant l'acte de transfert, le nouvel acquéreur devra, si au moment de l'acte de transfert, il reste à courir. Donc, 12 mois au moins sur le terme. Respecter intégralement le bail, incluant les options de renouvellement. Donc, c'est comme ici, si le bail avait été publié. OK? Cependant, et c'est là qui fait toute la différence, si le bail, donc toujours au moment de l'acte d'aliénation, alors, c'est au niveau du bail plutôt. Alors, si au niveau du bail, au moment de l'acte d'aliénation, il reste à courir plus de 12 mois, alors, le nouvel acquéreur pourra mettre fin au bail. À la fin du 12e mois de l'acte d'aliénation, avec un préavis à cet effet, au moins 6 mois avant la fin de ce 12e mois de l'acte d'aliénation. Alors, il me semble que je vous entends. Qu'est-ce que c'est ça, cette règle-là? Alors, c'est une règle qui est très simple. Il faut juste suivre comme il faut la structure. Donc, si au moment de l'acte
d'aliénation est resté à courir plus de 12 mois. Donc, on va se donner un exemple visuel. Ça va peut-être vous aider alors, à comprendre. Donc, exemple. Alors, j'ai un bail qui se termine le 31 décembre 2028. Okay. Il y a vente de l'immeuble le 1er janvier 2022. Alors, il reste donc plus de 12 mois donc, à courir sur le bail. Soit, alors donc, je vais juste descendre mon exemple sur l'autre page, ça va être plus simple. Alors donc, janvier, il me reste 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, il me reste 7 ans. Donc, le nouvel acquéreur donc, pourra mettre fin donc, au bail à la fin du 12e mois de l'acte d'aliénation, qui serait quelle date? Alors, ça serait quelle date qui pourrait mettre fin au bail? 1er janvier 2023. Le 1er janvier 2023. Non, le 31 décembre 2000. Le 1er janvier 2023, pardon. Ouais, on va dire 31 décembre 2023. Alors, 2022. Parce que j'ai vendu le 1er janvier 2022. Donc, je peux mettre fin à la fin du 12e mois de l'acte d'aliénation, qui est le 1er janvier 2022, qui m'emmène le 31 décembre 2022, avec un avis au préalable de 6 mois, soit avis au plus tard. Quelle date? « 30 juin 2022. » Exactement. Donc, 30 juin 2022. Voilà. Donc, voyez-vous, dans cet exemple-là, le locataire avait un bail qui était jusqu'au 31 décembre 2028. Et là, il va sortir le 30 juin, le 31 décembre 2022. Donc, il va sortir 7 ans, 6 ans à l'avance. Mais peut-être que ce locataire-là, au niveau de l'investissement qu'il avait fait au niveau de l'immeuble, peut-être qu'il avait calculé, en fait, alors, un amortissement sur une période allant jusqu'au 31 décembre dans ses calculs fiscaux. Alors, donc, ici, il va perdre de l'argent. D'où l'importance pour un locataire de toujours, au commercial, j'entends bien, de toujours faire publier alors, son bail au niveau du registre foncier. Et c'est une des raisons au niveau commercial, souvent, vous ne voyez pas de pancarte sur les immeubles. Hein? Il n'y a pas de pancarte. Pourquoi? Parce que les locataires ne veulent pas réveiller les locataires, comprenez-vous? Donc, parce que le locataire, il peut publier son bail, non pas à sa signature, et là, jusqu'à la date de l'acte d'aliénation. Alors, s'il s'aperçoit que le propriétaire est à vendre, alors là, ils vont consulter leur avocat, puis les avocats vont dire, fais publier ton bail. Parce que ceux qui se font pincer de cette façon-là, c'est ceux qui n'ont pas d'expérience en affaires, ils se font avoir une première fois, et s'ils reviennent en affaires par la suite, soyez assurés qu'ils ne se font pas avoir une deuxième fois, là, on s'entend. Donc, à partir de là, le locataire a compris une première fois ou parce qu'il a été accompagné par un courtier compétent, il lui a soulevé alors l'idée de dire, moi, je consulterai un avocat ou un notaire et n'oublie pas,
faudrait que tu fasses publier ton bail pour te protéger en cas qu'on revendrait l'immeuble par la suite. Alors, pour toi, ça serait une belle protection là, de faire publier ton bail comme tel. Alors, voilà au niveau de l'arrêt. Est-ce que tout le monde a bien compris ce concept-là? Là? Parce que matière à question. Oui. Ah. Tout le monde a bien compris. OK. Alors, donc, maintenant, on a des clauses particulières. Alors, au niveau d'un bail commercial, on va voir le prochain cours. Alors, il est 14h20, comme vous n'avez pas eu en question. Alors, la matière passe pas à peu près. Alors, ça nous permet de finir un peu plus de bonne heure. Alors, pour aujourd'hui, je vais arrêter ici. Donc, je vais demeurer disponible jusqu'à 16h. Si vous avez des questions, vous aurez qu'à me les poser. Ceux qui nous quittent, je vous souhaite une bonne soirée. Et nous, on se reparle, si je ne m'abuse, mercredi. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Concernant Oui, les notes de cours, les notes que vous avez inscrites aujourd'hui, la semaine dernière et tout, est-ce qu'on va y avoir accès bientôt? Est-ce qu'ils vont être déposés? Vous parliez d'attendre à la